Du 19 au 24 décembre 2022, l'Institut des statistiques appliquées de l'Université du Burundi a organisé un atelier de professionnalisation des programmes de formation du département de probabilité et statistique et du département de génie statistique. La doyenne de l'Institut des statistiques appliquées a précisé l'objectif de cet atelier ainsi que l'approche méthodologique adoptée. L'objectif de cet atelier, c'est de réviser nos offres de formation, nos programmes de formation dans les deux départements, département de génie statistique et département de probabilité statistique. On va élaborer ce programme de formation sous l'approche par compétences. Nous organisons cet atelier de professionnalisation aujourd'hui dans le but d'améliorer la qualité de la formation que nous offrons déjà à nos étudiants pour répondre aux besoins nationaux, pour le développement économique, social, ainsi que pour le bien-être de la population. On a organisé ça parce qu'on avait identifié nos forces et faiblesses de la formation. C'était dans le but de pouvoir répondre aux besoins de la population, aux besoins des entreprises. L'approche méthodologique suivie, c'est, comme je l'ai dit, on a révisé sous l'approche par compétences. C'est-à-dire que c'est l'approche qui identifie, on identifie d'abord les métiers qui nécessitent de ressources humaines et aussi, après avoir identifié les métiers, on identifie les compétences qu'il faut pour pouvoir former les ressources humaines et on élabore alors l'offre de formation. Cet atelier a réuni des participants au profil diversifié et qui avaient antérieurement suivi des formations en matière d'élaboration des programmes. Le profil des participants dans cet atelier, il y a les personnels académiques et non académiques. Parmi les personnels académiques, il y a les enseignants de l'ISTA. Les enseignants de l'ISTA qui ont suivi une formation en élaboration de programmes et ils ont suivi une formation de formateurs en élaboration de programmes sous l'approche par compétences. C'est une formation qui a été conduite par les experts de REIFAC au Cameroun. Alors, ces enseignants ont suivi cette formation en 2021, du 12 au 23 mars 2021. Ils ont suivi cette formation sous le financement du projet de professionnalisation des filières des universités du Burundi. C'est un projet qui était financé par l'AIEF via l'ambassade de France. Alors ces enseignants qui ont suivi cette formation de formateurs en élaboration de programmes et la révision de maquettes, c'est eux qui sont en train d'aider dans la révision de ces offres de formation du département de génie statistique et probabilité statistique. Et parmi les participants, il y a aussi les professionnels de l'ISTEBU, c'est-à-dire les professionnels qui ont une formation en statistique et en microéconomie. Il y a aussi les personnels de l'ISTEBU qui ont une formation en démographie, donc les experts en démographie, ils sont entre nous. Il y a aussi des participants qui ont participé via le canal technologique, à savoir les professionnels enseignants de l'Université de Lille en France. Il y a aussi ceux de l'Université de Douala, Cameroun, qui sont aussi des statisticiens probabilistes. Et il y a aussi le directeur du cabinet Moega qui a intervenu dans cette révision du programme. L'étape suivante est la tenue d'un atelier de validation de ces programmes en vue de l'accréditation. L'étape suivante, comme nous l'avons déjà jugé et vu que c'est une étape très importante, l'étape qui va suivre, c'est une étape de validation de ces offres de formation qui ont été révisées par compétences. Et après ça, on va soumettre cette formation à la CNES pour demander l'accréditation et d'autres processus vont suivre. Dans sa communication sur le nouveau référentiel d'accréditation des maquettes, le professeur Juma Chabani a rappelé qu'au cours du processus de Bologne, il fallait harmoniser trois choses. Alors, au cours de ce processus, il fallait harmoniser trois choses. Il fallait harmoniser les systèmes. Donc, ils se sont mis d'accord qu'il n'y a qu'un seul système, bachelor, master et doctorat, qu'on va
quantifié, pas en termes de nombre d'années. Bien sûr, le bachelor c'était 3 ans, le master 5 ans, le doctorat c'est venu après, mais après ils ont harmonisé à 3 ans. Mais il fallait le faire en termes de crédit. Combien de crédits il faut, au lieu de compter le nombre d'années. Je vais revenir à ça. Alors, donc ils se sont mis d'accord sur ça. La France a laissé tomber tous les autres diplômes qu'ils avaient pour s'aligner à ça. L'Allemagne aussi, le Danemark, tous les pays. Et puis ça a attiré des pays en dehors de l'Union européenne, la Russie, la Turquie, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, le BMD, c'est le système qui est reconnu au niveau international, le système de diplômes, reconnu au niveau international. Donc c'était la première harmonisation du système. Deuxième harmonisation, le programme. Il faut que si vous faites un programme d'économie appliquée en France, économie liée à quelque chose en Allemagne ou en Suisse, pas en Suisse, en Allemagne, en Norvège, que on puisse se comparer et savoir quel est le lien entre tel programme et tel autre. Donc harmoniser les programmes, dénominateur commun sur lequel on bâtit un système. Donc il y a une partie, le plus petit dénominateur, qui est maintenant commun à tout le monde. Maintenant, chaque pays peut introduire des cours à option pour tenir compte de ses spécificités, mais on peut comparer les deux. Donc, harmonisation des programmes. Maintenant, harmonisation aussi des mécanismes d'assurance qualité. Des programmes sont donnés. Est-ce que c'est donné dans un environnement de qualité? Est-ce qu'il y a des enseignants compétents pour enseigner cela? Est-ce que pour des cours qui nécessitent des laboratoires, il y a des laboratoires? Est-ce qu'il y a des bibliothèques? Donc, il faut mettre en place un système d'assurance qualité. Pas unique, mais comparable. Toujours c'est comparable pour qu'on puisse dire que la formation donnée dans tel pays est équivalente à celle-là. L'élaboration de l'offre de formation doit être bâtie sur un certain nombre de piliers, dont l'employabilité et l'auto-emploi. C'est pour remplacer les gens qui sont à la retraite, qui sont décédés, ainsi de suite. Mais donc il y a l'employabilité, c'est-à-dire vous alignez vos programmes au monde du travail. Vous ciblez dès le début où est-ce que ces étudiants vont partir. On les forme pour aller à l'OCIBO, on les forme pour aller à la brasserie. Mais donc, dès le départ, il faut inviter les gens de ces entreprises pour venir discuter avec vous, identifier quelles sont les compétences qu'il faut pour aller travailler là-bas. C'est pour ça qu'on parle maintenant de l'élaboration des programmes basés sur les compétences de sortie. Vous ne pouvez pas dire on forme et puis après on va voir si la brasserie peut les prendre. Non. Vous amenez les gens de la brasserie. Dès le départ, ils vous disent dans 2 ans, dans 5 ans, nous aurons besoin de quelqu'un qui a tel profil. Et donc vous formez dans cette direction-là. C'est ce qu'on appelle l'employabilité parce qu'il a une chance d'être employé là-bas. Mais il y a aussi l'auto-emploi. On forme des gens parce qu'on sait qu'il y aura des programmes de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans tel et tel domaine. Il y en a en agrobusiness, il y en a dans les assurances. Donc vous formez en sachant que ces gens n'iront pas chercher l'emploi à la compagnie d'assurance, mais ils peuvent créer leurs propres emplois. Donc le programme doit être bâti sur un certain nombre de piliers, dont le monde, l'employabilité. Donc vous invitez les gens des employeurs potentiels. Ils viennent dès la conception des programmes, ils vous disent, alors pour les stages, au lieu de dire on va envoyer l'étudiant dans tel endroit pour 2 semaines, non, le stage est déterminé par, par la compétence que l'étudiant doit avoir. Cette compétence, elle est acquise à travers des cours théoriques, mais à travers aussi des stages ou des formations dans les entreprises. Dans plusieurs pays aujourd'hui, en Allemagne, mais des pays africains aussi comme le Botswana, l'étudiant, il passe une partie à l'école, à l'université, et une partie, peut-être 50%, dans une entreprise. Et il suit les cours là-bas, les cours pratiques. On lui dit, vous travaillez sur tel système, et dans 2 ans, on va vous recruter pour travailler sur ça. Et au lieu de dire, on le forme ici, les gens de l'extérieur ne sont pas impliqués, ne sont pas informés, et puis ils reçoivent quelqu'un pour faire un stage qui n'a pas été formulé en collaboration avec eux, et ainsi de suite. Ça pose des problèmes. On le fait dès le départ, on définit ce qu'il doit avoir comme compétences,
ce qu'il lui faut comme formation théorique, pratique, et on identifie là où il va faire cette formation pratique. Et puis, pour les autres maintenant, si la formation pratique, mais aussi la formation entrepreneuriale, parce que s'il n'y a pas d'emploi là-bas, au moins il peut créer son propre emploi. L'offre de formation elle-même doit être soumise au processus d'accréditation dont l'étape finale est l'ordonnance ministérielle irrelative. Maintenant, l'offre elle-même doit être accréditée, c'est-à-dire vous identifiez d'abord les compétences qu'il faut, pour lesquelles vous devez former. Vous en identifiez aussi les partenaires, comme je disais, la régie des eaux, la brasserie, les autres, ainsi de suite. Et vous les mettez ensemble et vous dites, voilà les compétences qu'on a identifiées. Quel est le programme de formation qu'il faut mettre en place pour répondre à ces compétences, en termes de cours théoriques, cours pratiques et toutes sortes de formations. Et sur cette base, vous allez donc maintenant développer la maquette pédagogique en disant il faut autant de crédits ou parfois assimilés à de nombre d'heures pour mieux s'approprier le processus. Il faut autant de crédits pour telle partie, autant pour ceci, et vous montez tout ça, ça devient la maquette pédagogique. Ça, c'est la première procédure, la première étape. Deuxième étape, quand vous avez développé cette offre et la maquette, vous faites des ateliers pour valider cette offre. Et au moment de la validation, je crois que c'est là où il faut encore faire venir les gens du monde de l'emploi. Voilà ce que nous proposons en termes de formation. Et il y a des activités que nous-mêmes, ici à l'université, nous allons offrir. Mais il y a d'autres où nous comptons sur l'entreprise et ils voient jusqu'où ils peuvent s'impliquer parce qu'ils peuvent être appliqués. Et au lieu de les appeler ici comme professeurs visiteurs ici à l'université, les étudiants vont là-bas et ils les forment là-bas. Dans le contexte même de l'emploi, ils voient quelles sont les machines, comment manipuler ceci, comment faire ceci, cela. Alors, après avoir fait ça, vous faites ce qu'on appelle, vous prenez les référentiels d'accréditation. Les référentiels, c'est basé sur ce qu'on appelle les normes minimales. Vraiment, en dessous de ça, ça ne marche pas. Il faut autant d'enseignants avec telle compétence. On vérifie. Est-ce que vous avez ça? Il faut autant de salles de cours spécialisées. Il faut autant de ces. On fait l'auto-évaluation. Le programme nous demande A, B, C, D. Et nous, tels que nous sommes aujourd'hui, nous remplissons telle et telle norme qui est exigée. C'est l'auto-évaluation. Alors, tout ce paquet maintenant, composé de l'élaboration des offres de formation basées sur les compétences, avec les maquettes, les rapports des ateliers de l'auto-évaluation, et puis les rapports des ateliers de validation de votre offre, et puis les rapports de l'auto-évaluation qui montrent jusqu'où vous pouvez exécuter ce programme. Tout ça maintenant sont envoyés à la Commission nationale de l'enseignement supérieur pour le processus d'accréditation. Ce processus commence par on analyse tout ce paquet et puis on dit vous avez auto-évaluation, nous avons autant d'ordinateurs, autant d'enseignants, autant de ça. On envoie une commission, une équipe qui vient sur le terrain pour vérifier si tout ça c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Bien sûr, ces gens, ils doivent d'abord être formés. Ce n'est pas automatique que vous êtes à la CNES, vous pouvez aller évaluer n'importe quel programme. On vous forme. Il y a un programme d'entrepreneuriat à ceci, il y a un autre programme, biologie appliquée, ceci, cela. Vous ne pouvez pas être expert partout. On vous forme. Et puis, on crée l'équipe va là-bas, l'équipe va parler avec les gens qui ont conçu le programme, va regarder si l'auto-évaluation correspond à la réalité, et puis vient avec la proposition, la recommandation. Nous croyons que, pour le moment, l'institution remplit tout ça, donc on peut les laisser commencer le programme. C'est seulement après cette recommandation que la CNES envoie maintenant tout le dossier au ministre pour l'accréditation formelle sur le plan administratif. Cela s'est fait par une ordonnance ministérielle.